je viens à l'instant de terminer la saison 4 de Stranger Things. Évidemment, ce n'est que la partie 1, sachant que la partie 2 est censée sortir sur Netflix, bien évidemment, le 1er juillet. Et si je ne dis pas de bêtises, là nous avons eu donc les 7 premiers épisodes, et je crois qu'il n'y en aura que 2 pour la deuxième partie, mais ne vous inquiétez pas, je crois que l'un des épisodes dure 1h45, le deuxième dure 2h30. On n'est clairement plus sur une série, on est clairement sur des films. Et ça, c'est un petit reproche que je pourrais donner à cette saison 4. Mais bien évidemment, bonjour à tous, j'ose espérer que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille. On est donc bien là pour parler de la saison 4 de Stranger Things. Évidemment, il faut avoir vu la saison 4, ou plutôt la première partie de la saison 4, et être à jour dans la série plutôt, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, puisque je risque de vous spoiler. Il y a du très bon, il y a du très moyen, selon moi, et je vais peut-être commencer avec un aspect négatif concernant cette série, en tout cas plutôt cette saison 4 de Stranger Things, c'est qu'elle est trop longue. Alors non pas par rapport au nombre d'épisodes, parce qu'en soi, le sur Netflix en général, on est sur 13 épisodes d'environ 45 minutes, mais là, on a un format qui diffère un petit peu. Déjà là, comme je vous l'ai dit précédemment, la saison 4 est partagée en 2 parties. Mais nous avons une première partie, qui est donc composée de 7 épisodes, et je crois que l'épisode le plus court de cette première partie dure 1h03. C'est énorme, d'accord? On est clairement sur des moyens métrages, on n'est plus vraiment sur des épisodes de série à part entière. Déjà que au moment où la série était sortie, moi-même je trouvais que les épisodes étaient un petit peu longs, dans le sens où j'étais formaté à un format justement d'épisodes de série qui durait entre 30 et 40 minutes. Et là, c'est vrai qu'avec Stranger Things, ça allait jusqu'à 50 minutes. Et là, on a des épisodes qui durent près d'1h20. Pour moi, c'est trop long. C'est trop long. Et j'ai eu des retours autour de moi. Je ne suis pas le seul à le penser. Alors, évidemment, il y a moins d'épisodes. Donc, supposément qu'en termes de quantité, en termes de durée, cela équivaut à une série donc de 13 épisodes de 50 minutes à peu près. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange comme format. Je trouve que c'est un petit peu trop long, et de temps en temps, je perdais un peu le fil. Là où des épisodes un petit peu plus séquencés, un petit peu plus courts, ça rythmait un petit peu la chose. Là, c'était un peu trop long, un peu trop lent, et c'est vrai que c'est un des défauts que j'aurais pu et que je donne justement à cette saison 4, ou plutôt à cette première partie de la saison 4, sachant que clairement, pour la deuxième partie, on n'est vraiment plus sur une série, mais on est clairement sur 2 films à part entière. Je vous rappelle, 1h30 à 45, jusqu'à 2h30 pour le deuxième épisode, apparemment, hein, selon ce que j'ai lu. Peut-être que ce sera réfuté, peut-être que ce sera modifié, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai vu personnellement. Après, pour un aspect beaucoup plus global, beaucoup plus positif, cette série est géniale. Cette série est géniale, j'adore l'ambiance. Alors moi qui ne suis pas forcément adepte des programmes qui sont adaptés donc des années 70-80, et ben pour le coup j'aime beaucoup. Sachant que l'un des seuls programmes que j'ai vraiment apprécié de cette trempe-là, c'était les Goonies, notamment avec un des acteurs qui joue dans la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, mais également avec Josh Brolin qui interprète Thanos par rapport aux Goonies, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas forcément ma tasse de thé, ce genre de série, ou en tout cas ce genre de programme qui se passe dans cette temporalité-là, mais c'est tellement prenant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette différence de style, dans le sens où on peut très bien avoir du très 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 sanglant. Le premier épisode, la fin du premier épisode est marquante, dans le sens où t'as quelqu'un qui se contorsionne parce qu'elle en fait se fait torturer par une sorte de démon, entre guillemets, même si on y viendra un petit peu plus tard. Par ailleurs, cette histoire est très très bien amenée, et je m'y doutais pas forcément. Je m'en doutais un petit peu concernant un personnage, mais que tout soit connecté par rapport à tout ce que l'on a eu, ça c'était hyper intéressant, mais cela peut avoir un aspect un peu négatif, selon moi, sous certains aspects. Mais donc honnêtement, cette série est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, elle est très très rythmée, et donc comme je vous l'ai dit, c'est une série qui peut passer du très sanglant au très rigolo, ou un peu kitsch. Et ça, j'aime beaucoup, dans le sens où c'est pas une série qui se cantonne qu'à un seul registre. Et honnêtement, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, même si c'est vrai que la durée des épisodes, comme je vous l'ai dit, peut en rebuter certains d'entre vous. Mais parlons aussi des personnages. Par exemple, là, on a du Dustin, on a du Max, on a j'ai ma petite fiche personnage. Putain, j'ai binge-watché tout ça. Je ne sais même pas dire le mot binge-watché, mais j'ai binge-watché tout cela, et je me souviens même pas du nom de tous les personnages. Mais bref.
En tout cas, on a au moins Steve qui est tout là-bas, qui est le GOAT. Je suis désolé, mais dans l'épisode où il se fait bouffer par ces petites chauves-souris, il est incroyable. Alors, voilà, n'en déplaise à certains, il a une évolution qui est pour moi la meilleure de la série. C'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément parlé de Stranger Things par rapport aux premières saisons, mais il est vrai que l'évolution de Steve, elle est incroyable dans le sens où au début c'est une tête à claque, et au fur et à mesure, eh bien, le Steve tête à claque devient le Steve incroyable. Et honnêtement, pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages de la série, si ce n'est le meilleur personnage. Peut-être que je vais un petit peu loin par rapport à ça, peut-être que tu dois te dire, oh là, doucement Jolly Jumper. Il est vrai, peut-être, mais je trouve qu'il a vraiment une évolution très très intéressante dans le sens où au début c'est un peu le mec qui se la pète, le macho et tout, et c'est vrai que dans la saison 2 ou 3, je crois que c'est dans la saison 2 où justement tu as l'apparition de Billy qui arrive, là il redescend d'un étage, même tout ce qui se passe avec Nancy, il y a toute une histoire derrière qui te montre en fait que le personnage a une sorte de rédemption et qu'il se enfin, il y a quelque chose qui se passe en lui. Et même la relation qu'il a avec Dustin, ça l'a beaucoup aidé. Je pense que la plupart des gens ne l'aimaient pas forcément. Et quand on l'a vu, notamment à la fin de la première saison, avec cet habit, avec son bandana, sa batte de baseball avec les clous et tout, c'était hyper stylé. Mais c'est vrai que d'avoir des petites connexions avec d'autres personnages qui, pour le coup, bah, tu te dis en prenant du recul qu'il n'y aura pas de connexion, et ben je trouve ça très intéressant. Et notamment la relation donc entre Steve et Dustin, elle est génialissime. Et donc Dustin, c'est l'un des GOAT, mais le vrai GOAT, pour moi, je ne sais plus quelle image c'est, mais je suppose que c'est celle-ci, c'est lui. C'est Hopper. Hopper qu'on avait quitté mort, entre guillemets, à la fin de la saison 3, qu'on retrouve ici, dans cette saison 4, où justement, il est génial. Il est génial parce qu'il est stratège, il est génial parce qu'il est Hopper, en fait, et c'est même son évolution à lui, le shérif qui n'en a rien à foutre de tout, qui essaie de se remettre du décès de sa fille, etc. Et là, on passe à un... Je ne sais même pas comment on pourrait le qualifier, il n'y a pas réellement de mots pour définir le personnage d'Hopper dans la saison 4, mais il ne cesse d'évoluer, et là, tu vois qu'il est prêt même à faire équipe avec ses... non pas ses alliés, mais du coup l'inverse, ses opposants, ses adversaires, afin de d'affronter un ennemi commun. Et pareil, par ailleurs, ce personnage-là, alors pareil, je ne me souviens plus exactement de son nom, j'en suis réellement confus, mais lui, c'est aussi une belle surprise, dans le sens où au début, tu sais, c'est un peu le personnage qui va faire tout pour l'argent, etc. Mais quand il va redescendre au même niveau que Hopper, en fait, on va en apprendre un petit peu plus, le fait qu'il ait un enfant, etc. Ça va l'attendre, enfin, ça va rendre un petit peu plus attendrissant, et même leur relation est très intéressante, là où la relation qu'il avait, notamment avec le personnage russe Hyperstock dans la saison 3, bon, c'était pas forcément la même. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce genre de personnage et je trouve qu'il est très très bon. Les deux, le duo fonctionne très très bien. Et par ailleurs, bah, ça se finit assez simplement avec donc le personnage de Murray et donc la mère de Will. Putain, à chaque fois j'oublie son nom à la mère de Will qui s'appelle, attendez, ne me dites rien, Joyce. Je vous dis ne dites rien, mais bon, en fait elle s'appelle Joyce. Et ben, pareil, ces deux personnages, honnêtement, Joyce est un petit peu plus en retrait par rapport à lui, qui est un autre GOAT dans cette saison, il est juste incroyable. Alors lui, Murray, il est génialissime. Il fait du karaté, il parle russe, il est hyper drôle. C'est vraiment le vent de fraîcheur, mais un vent de fraîcheur intéressant et qui sert à l'intrigue. Déjà dans la saison 3, il était hyper utile par rapport à le fait de guider des personnages, par rapport au fait que lui était loin, etc. Bref, c'était un personnage qui était déjà très intéressant dans la saison 3, mais alors dans la saison 4, il a pris, enfin pour moi, il prend une ampleur encore plus grandissante, dans le sens où bah, Joyce n'est plus donc avec Hopper, et là, bah, on est directement avec lui. Et lui, là, Murray, tu es incroyable. Je te le dis, tiens, tu sais quoi, je me rapproche. Tu es incroyable, d'accord? Il ne me répondra jamais, je ne le connais pas. C'est la seule personne qui a une calvitie aussi prononcée que lui et que je trouve hyper stylée. Je dis ça, mais peut-être que la calvitie me guette, bien évidemment, c'est sûr et certain. Alors oui, c'est bien beau d'avoir des goats, d'avoir des personnages comme ce personnage-là, donc de Murray, Dustin, Steve, ou même Nancy, qui est très intéressante, mais il y a aussi des personnages qui ne sont pas forcément hyper bien exploités selon moi, et tout ce petit groupe-là, pour l'instant, je trouve qu'il est vraiment en deçà par rapport à l'autre. Alors, on a vraiment l'impression qu'ils ont été mis là pour être mis là, tu vois. Alors, juste Argyle, je ne sais pas comment ça se prononce en français, mais vu que je l'ai regardé en VO, mais donc le personnage qui est totalement à votre gauche, lui, c'est un bon nouveau personnage, il est un peu drôle, c'est un peu un mec stone tout le temps, il est plutôt marrant. Mais, alors, Will, Mike et le petit... Putain, à chaque fois j'oublie son nom, lui. Parce que je l'ai jamais vraiment aimé, ce personnage-là. Je l'aimais bien au début, Jonathan. Je l'aimais bien au début, mais
en fait, tu sens qu'ils savent pas réellement quoi faire avec ce personnage-là. Et en plus de ça, moi, je suis beaucoup plus Team Steve depuis la saison 2. Donc, Jonathan, il a vraiment baissé dans mon estime. Là où dans la saison 1, c'était le GOAT, mais là, pour le coup, il est beaucoup moins bon. Et pour le coup, bah, ce groupe-là, c'est vraiment le groupe où je m'en fous. Je suis désolé hein, pour les fans de Mike et tout, mais Mike, pour moi, c'est vraiment le personnage le plus énervant de la série. Il est chiant. Il m'énerve tout le temps. Il a cet air condescendant qu'on avait déjà retrouvé dans la saison 3. Pour moi, ils ont très bien trouvé l'acteur, hein, parce que même là, comme ça, où il est juste avec une tête normale, il a l'air condescendant. Donc vraiment, pour moi, ils ont très bien réussi le choix de l'acteur. Mais donc, ouais, Will, je ne peux pas. Il me sort par les trous de nez, comme on dit dans le jargon. Après, bon, Will, depuis qu'il n'est plus lié au Démogorgon, tu sens qu'il y a un petit peu bah, il y a pas vraiment d'intrigue autour de lui. On suppose qu'il a des sentiments donc pour le personnage de Mike, Mike qui est donc amoureux d'Eleven. Enfin, amoureux, justement, c'est toute la question est là concernant leur relation. Et honnêtement, on sait pas vraiment à quoi s'accrocher par rapport à eux. J'ai même pas réussi à réellement savoir ce qu'ils veulent faire. Parce que j'étais beaucoup plus intéressé par l'autre groupe avec bah, tous les petits potes ici présents, hein, évidemment. Après, il y a Lucas que j'ai pas aussi montré, et c'est vrai qu'il y a un autre personnage que j'ai pas montré, c'est Eleven, mais on en parlera avec ma grosse tête. Mais c'est vrai que Lucas aussi, enfin Lucas est aussi très intéressant dans le sens où bah, son évolution aussi, il veut s'émanciper un petit peu de tous ces petits basketteurs qui se la pètent un petit peu, qui se prennent un petit peu pour les rois du monde, etc. Lui qui en fait partie, mais qui délaisse un petit peu son groupe. Et justement, ce groupe de basketteurs, bah, il me fait chier un peu, hein, parce que t'as l'impression que le mec, là, qui est donc le numéro 12 de son équipe de basket, là, qui est le capitaine de l'équipe, qui était donc le copain de Chrissy, lui, là, on a l'impression que c'est un mec qui gère une secte. Vraiment, il peut dire n'importe quoi, les gens vont l'écouter, c'est un truc de fou. Après, c'est peut-être la même chose pour moi, peut-être que là, vous êtes en train de m'écouter, et peut-être que votre avis change concernant la série par rapport à ce que j'aime ou ce que je n'ai pas aimé. Mais encore une fois, c'est votre avis, c'est votre libre arbitre, aimez ce que vous voulez, ne changez pas l'avis que vous avez de la série par rapport à ce que j'en ai pensé, bien évidemment, qu'on soit clair là-dessus. Mais donc revenons donc au personnage de Lucas. Oh, il est assez intéressant, mais sans plus. Mais maintenant, je voudrais un petit peu parler du monstre. Vecna ou alors 001, puisque oui, en gros, c'est One, le numéro un, la première expérience donc du laboratoire Hawkins, même si en soi il avait déjà des facultés, il avait déjà des connexions avec l'Upside Down, et donc on comprend un petit peu toute la procédure, tout le processus bah, de savoir de comment est-ce qu'il est passé d'humain à cette chose-là. Honnêtement, je vous le dis très clairement, ce passage-là, et ça j'en parlais notamment avec Manon si elle regarde cette vidéo, euh, c'est vrai que c'était un peu le moment qui m'intéressait le moins. C'était le moment un peu qui redescendait. Par exemple, pour vous donner un exemple, c'est vraiment tout ce moment-là dans la saison 4, c'était pour moi l'équivalent de l'épisode 8 ou 9 de la saison 2. Vous savez, où en gros, on suit toute l'intrigue et boum, on te coupe à un moment donné où t'as pas envie d'être coupé et on a une histoire entre 8 et Eleven. Et c'est pour moi un des épisodes les plus inutiles de l'histoire de Stranger Things, qui en soi n'a pas été conservé, puisque là, on n'a pas l'impression qu'on revoit 8 ou quoi que ce soit, on sait qu'il y a d'autres personnages, et en soi ça pouvait teaser cela, mais est-ce qu'on reverra 8? Honnêtement, je ne pense pas, et honnêtement, ce ne serait pas forcément très utile non plus. Mais donc, c'est très intéressant, en fait, d'avoir le background de ce personnage-là, qui est en fait totalement lié à l'autre histoire de notamment ce petit groupe-là, exactement, qui est totalement lié à ce groupe-là, avec Nancy, etc. C'est cool, mais ça, pour moi, le fait que tout soit connecté, ça me dérange un peu. Alors je trouve ça extrêmement intéressant qu'ils aient glissé des indices comme quoi c'était le petit garçon qui vivait dans la maison, qui était supposément hanté, mais en fait c'était lui qui communiquait et qui avait des dons particuliers, et après il les a exploités par rapport au laboratoire et qu'il se soit fait donc contrôler entre guillemets par le papa entre guillemets, bien évidemment, et après qu'il soit devenu cette créature-là en étant modifié donc par l'Upside Down, envoyé par Eleven quand elle était plus petite. Ça, c'était hyper intéressant, et honnêtement, je m'y attendais pas. Alors, je m'y attendais un petit peu quand elle a commencé à lui enlever donc sa petite pastille qui le localise, entre guillemets, où je me suis dit, ok, bon, là, ça part un peu loin. À mon avis, il a des pouvoirs, et au final, il en avait. Et c'est cette créature-là, donc c'est le numéro 001. Jusque-là, tout va bien, mais là où ça me pose un problème, c'est que, et là, je vais me repasser en grosse tête, c'est qu'en fait, dans cette série, c'était le cas pour la saison 3. Après la saison 2, ça fait un peu longtemps, mais je suppose que c'est un petit peu la même chose. C'est qu'en fait, on a tellement de personnages qui s'organisent tous en petits groupes. Ça ne me dérange pas parce que c'est beaucoup plus simple pour les scénaristes, et c'est beaucoup plus simple aussi pour les producteurs, les réalisateurs. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, et même pour nous, pour la compréhension, d'avoir 11 personnages qui sont tous ensemble et tout. C'est un peu
pas fourre-tout, mais ça va être un bloubi-boulga de paroles et qui parle à qui, etc. Ça risque d'être très compliqué. Même en termes de faux raccords et tout, c'est un nid à faux raccords. Quand t'as trop de personnages, c'est un peu dommage. Mais, oh putain, ça peut être un super jingle ça. Quand t'as trop de personnages, c'est un peu dommage. Mais ce n'est pas le sujet. En fait, le truc, c'est que on a toujours, en tout cas dans la saison 3 au moins et dans la saison 4, différents petits groupes, ça ne me dérange pas, mais le fait est que ils sont tous sur des intrigues totalement différents les uns des autres, sauf qu'à un moment donné, ça va forcément se rejoindre. Tu vas me dire, oui, mais c'est normal, ça a été écrit comme ça, c'est ce qu'on veut à un moment donné, que tout se rejoigne. Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand tu vois que ces personnages-là vont finalement aller au Nevada, par exemple, ou que Murray et Joyce vont en Alaska, puis en Russie. Alors, je sais pas si ils vont en Alaska ou totalement en Russie, je sais plus exactement, mais bref, où ils s'en vont totalement de là où ils sont de base, que t'en as d'autres qui restent à Hawkins, etc. Et tout est connecté. Ça me dérange un peu, parce que en fait, c'est trop calqué. T'as des petits groupes et tout, en fait, rien n'est connecté, mais au final, boum, tout est connecté, parce que il y a des petits indices qui disent que, bah, en fait, il y a un point névralgique qui fait que tout est relié. Ça me dérange un petit peu. Je peux comprendre que ça ne déplaise pas à certains, moi ça me dérange un petit peu. Un petit peu. Parce que je me dis, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a dans la saison 3, avec ces différents groupes qui, au final, n'ont aucun rapport, aucun sens, et qui, par le fruit du hasard, vont se dire, ok, bah en fait, ce que tu es en train de faire là, ça va me servir pour moi, et comme par hasard, je suis au bon endroit, au bon moment. Après, tu vas me dire, c'est de la dramaturgie. Évidemment, c'est écrit, donc il faut un moment que il y ait un final point, entre guillemets, un point final. Putain, pourquoi je l'ai dit en anglais? Oh, je me dégoûte. Je me dégoûte de la partie en anglais. Mais t'as compris un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça. C'est que à un moment donné, forcément, il faut que ça se rejoigne. Mais c'est un peu trop facile de temps en temps, je trouve, même si c'est bien écrit. Ça ne change rien. Et la série, je l'adore. Mais c'est vrai que sur ce point-là, je ne sais pas si certains vont me rejoindre, mais c'est une petite pique que je mettrais à la série. Mais justement, revenons au monstre. Alors, on a évoqué son histoire, etc. Mais il est hyper charismatique. Il est hyper charismatique. Tu ne sais pas réellement ce qu'il veut faire ou non, s'il veut éradiquer la race humaine, si il veut juste devenir de plus en plus puissant. Ce sont sûrement des questions qu'on évoquera dans la partie 2 de la série Stranger Things, qui donc sort, donc par rapport à la saison 4, le 1er juillet, si je ne dis pas de bêtises. Là, donc il sort, je crois, d'ici, ouais, un petit peu plus d'un mois. Et honnêtement, je trouve que ce personnage-là est réussi. Alors, au début, je pensais que c'était vraiment celui qui contrôlait le tout, et que c'était lui qui possiblement contrôlait même le démo, enfin, pas le démogorgon, mais celui qui contrôle un petit peu tout ça. Je sais plus comment il l'appelle exactement, mais cette grosse bestiole, au final, tu comprends qu'en fait, c'est un serviteur, une sorte de garde 5 étoiles, comme l'appelle Dustin, et c'est assez intéressant, parce que tu te dis, en fait, jusqu'où ils vont aller. Là où je m'étais dit, bah, on suppose qu'il y aura une saison 5 à Stranger Things, mais là, avec ce genre de personnage qui peut être un personnage qui va avoir évidemment un affrontement avec Eleven à un moment donné, puisqu'ils sont totalement connectés, puisqu'ils se sont aidés mutuellement, sans qu'elle le sache, enfin sans qu'elle connaisse ses réelles intentions, ou en tout cas qu'elle les interprète pas de la bonne façon, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on se dit que au début, si ça avait été le gros méchant, bah, où est-ce qu'ils auraient pu aller avec une saison 5? Là, on suppose donc que c'est qu'une sorte de général et qu'à un moment donné, l'Upside Down va être détruit, ou en tout cas, il n'y aura plus de vie et qu'il n'y aura plus donc d'ennemis. Je pense qu'il ne faudra pas tirer sur la corde. Alors là, je m'adresse directement à Netflix, même si je sais qu'ils ne regarderont pas forcément cette vidéo. Sachez que j'adore Stranger Things. C'est une de mes séries préférées. J'adore la suivre, la binge-watcher, même si là, pour le coup, c'était un petit peu long par rapport à la durée des épisodes. Cependant, arrêtez-vous à un moment donné, s'il vous plaît. Ne faites pas comme toutes ces séries qui ont continué de fonctionner et du coup qui se sont dit, ok, on rapporte beaucoup d'argent, donc on va continuer à le faire même si on n'a plus rien à raconter. Je pense notamment à The Office qui aurait dû s'arrêter à la saison 7 et qui a tiré sur la corde parce que la série fonctionnait tellement que bah, on a continué à faire des saisons. Arrêtez-vous au bon moment. Faites comme Bref, ça n'a aucun rapport, mais tu vas comprendre pourquoi. Bref, Kian Kojandi a dit je veux arrêter au moment où on est à l'apothéose, entre guillemets. Comme ça, ce ne sera pas une fin de série en se disant ok, en fait, on a arrêté au moment où les gens ne regardaient plus. En fait, on a arrêté au moment où les gens regardaient. Donc, s'il vous plaît, là, en plus, on se rapproche de la fin, dans le sens où au début, on avait des petits démogorgons, après, on a eu Billy, et là, on a ce garde, entre guillemets, et après, on aura sûrement la grosse bestiale, même si on l'avait déjà vu dans la saison 3 notamment, et peut-être dans la saison 2, mais en tout cas, arrêtez-vous au bon moment. Je pense que 5 saisons, c'est très bien. Dans le sens où là, on est sur le général, c'est très cool, mais pour la suite, faites un truc, juste dites-vous que on détruira la grosse bestiole, c'est très bien. Après, tu peux laisser un petit teasing en scène post-générique en te disant, en fait, c'est pas fini, et on sait que ça continuera, et de toute façon que ça perdurera. Mais juste,
qu'il n'y ait plus forcément d'intrigue par rapport à ça, parce que ça peut redevenir redondant, en fait. Le fait de passer d'un état à un autre, etc. Il faut se réinventer à un moment donné, sachant que là, on a encore des militaires, on a encore les mêmes scientifiques. Voilà. Je ne dis pas que ça me dérange, mais c'est vrai que au fur et à mesure, ça peut être un petit peu embêtant pour certains, et juste arrêtez-vous au bon moment. La saison 5, pour moi, si on suit la logique de la construction scénaristique, ça semble être la fin parfaite. Si on estime que cela peut arriver vers un affrontement, vers cette grosse bestiole. Excusez-moi, je l'appelle la grosse bestiole parce que je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais en tout cas, honnêtement, si je devais donner une note à cette première partie de saison 4, un 17. Un 17. Et vous allez me dire, oui, t'es gentil parce que t'avais quand même pas mal de points négatifs. Il est vrai. Et c'est vrai, qu'est-ce que je raconte? J'ai même pas parlé d'Eleven. Eleven, bah en fait si, j'en ai un petit peu parlé quand elle était donc dans le laboratoire. C'est surtout là que va s'établir sa saison à elle, parce que bon, le moment où elle ment à Mike, etc. Bon, ça c'est pas très intéressant. Et je t'avoue que même son arc en soi n'est pas très intéressante. Mais elle reste Eleven, elle reste intéressante. Mais c'est vrai que le truc c'est que je me mets à la place de l'actrice qui est très amie avec tous les autres, en tout cas, il semblerait. Et en fait, t'as l'impression qu'elle a aucune scène avec les autres. Parce que, par exemple, dans la saison 2, je crois qu'elle voit quasiment jamais les autres acteurs parce que elle était censée être morte, entre guillemets, ou en tout cas disparue. Là, c'est un peu la même chose, dans le sens où bah, elle est totalement à l'écart de tous les autres qui ont tourné ensemble. Donc, je pense, au fond d'elle, peut-être qu'elle a dû avoir le seum en se disant, bah, ils sont tous là-bas et moi, je suis avec les adultes. Très bien, il n'y a pas de souci. Comme quand t'es le petit garçon ou la petite fille qui se retrouve à un mariage, sur la table où il n'y a que des adultes. Et tu vois la table enfant, tu regardes et tu te dis, ok, ils sont en train de colorier sur la table, Non, je ne peux pas colorier, très bien. Bon bah je vais faire du... Tu fais quoi Marcel, du sudoku? Bah parfait, on va faire ça. Donc je peux comprendre que ça peut... Moi ça me dérange un petit peu dans le sens où j'aimerais bien avoir plus d'interaction, mais c'est vrai que là il faut qu'elle reprenne un petit peu ses pouvoirs, et ça ne me dérange pas plus que ça, mais donc oui, si je devais donner une note globale, je mettrais la note de 17 sur 20 parce que cette série est très très bonne. Cette saison 4 est pour moi pas la meilleure parce que pour l'instant la saison 3 reste la GOAT, mais elle est très intéressante, et il y a des personnages qui sont hyper attachants, notamment Murray, notamment l'ami russe dont j'ai totalement oublié le nom de Hopper, et même Hopper, Dustin, Steve, bref, Nancy. Joyce aussi, il faut la citer, les citer. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. J'ai essayé d'être un petit peu concis, même si cette vidéo a duré quand même assez longtemps, mais j'espère qu'elle ne vous aura pas dérangé. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.